Il s'agit tout simplement d'éteindre la caméra. Voilà. Si on vous pose la question de si vous êtes d'accord à l'enregistrement, vous dites oui, parce que sinon, ça va s'arrêter net. Oui. Hein? Bon, Manuel, D'accord. c'est ton tour. Hein? Merci beaucoup. Et bonjour à tous. On se connaît avec quelques-uns. On a déjà partagé cette année quelques séances, mais avec les autres, c'est la première fois. Et donc, je suis très content de pouvoir partager cette expérience. En fait, ça m'a servi pour récupérer des choses que j'avais oublié que j'avais préparées parce que chaque année, on finit par faire beaucoup de travail et des fois, on oublie ce qu'on a fait, on l'utilise plus. Et bon, ça a été utile pour moi. Donc, j'ai voulu vous l'envoyer avant de commencer la séance au cas où. Et mon idée, c'est de vous présenter au fur et à mesure des matériaux et de les commenter un peu. Mais si vous voulez rester à les regarder un peu plus que ce que je les affiche, donc vous pouvez les avoir et les regarder librement et les utiliser aussi dans vos cours. Et je pense, je ne suis pas quelqu'un de spécialement original par rapport à ce que je propose aux élèves, mais j'essaie que ce soit quelque chose qui marche. J'ai horreur d'avoir l'impression que bon, que ça n'arrive pas. Donc, ce que je vous présente, c'est des choses qui ont marché pour moi. Et donc, peut-être que ça va pouvoir marcher pour vous aussi. Et après, je serais aussi très content si quand je présente une expérience déterminée, vous voulez y ajouter la vôtre, vous voulez commenter vous-même des choses que vous avez inventées. Et ce serait enrichissant et comme ça. Et alors, je vais commencer à projeter la présentation que vous avez donc aussi. Et vous me dites si vous la voyez. C'est bon? Elle est bon, affichée en français? On voit bien. D'accord, merci. Alors, voilà ce titre, méthode pour enseigner la méthode, parce que évidemment, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Et pour arriver à transmettre cette méthode, oui, au singulier, qui est propre du système Batibac, du système français, je dirais, et qui est, bon, pour les élèves catalans, espagnols, différente, on peut dire. On peut le commenter, non, au fur et à mesure que la séance avance. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est un peu diviser en deux. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais normalement, on a 2 ans pour travailler avec le même groupe d'élèves. Et la première année, donc, elle permet d'être un peu plus créatif, de traîner un peu plus des fois dans le bon sens pour essayer que cette méthode, justement, elle commence à s'enraciner, non, dans l'esprit des élèves. Et donc, la première année, quels seraient les objectifs, à mon avis? Ce serait, d'un côté, de façon progressive, pas d'un seul coup, je pense que c'est pas efficace, c'est pas impossible, d'introduire donc les 2 exercices demandés en histoire, qui seraient le commentaire de document et la rédaction, mais de façon découpée, non, de façon fragmentée, par trimestre, par séquence didactique, jusqu'à arriver à la fin de l'année à qu'ils soient capables de les faire complètement, et vraiment qu'ils aient une familiarité importante par rapport à cette méthode pour commenter les documents et pour développer des rédactions. Et s'il y a quelque chose qui est commun aux 2 exercices, je pense, et qui est essentiel, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce que nous voulons dire quand on parle d'argumentation en histoire. C'est
nouveau, je pense, pour eux, hein, qu'on leur demande d'argumenter ce qu'ils apprennent en histoire et non pas seulement de le lâcher, non, d'une certaine façon. Et donc, ce serait un objectif important qu'ils comprennent, non, et intègrent qu'est-ce que c'est que l'argumentation historique. Oui. Alors, cette première année, elle est, même si elle est plus tranquille, c'est-à-dire, elle est décisive. Hein, et il faut assurer cette maîtrise de la méthodologie pour que la deuxième année, qui est beaucoup moins tranquille, non, et qui est beaucoup plus stressante, on peut dire, et on puisse avancer quand même à un bon rythme sur le programme, tout en toujours travaillant la méthode, mais là, on n'a plus vraiment d'espace pour s'attarder, non, pour s'attarder. Alors, la deuxième année serait une année de consolidation par rapport à la méthode. Et j'ai incorporé ce dernier point parce que peut-être que c'est le cas de nombreux d'entre vous. C'est mon cas, par exemple, j'ai des élèves qui vont se présenter aux épreuves Bachibac, mais pas à la sélectivité. Et normalement, s'ils font le Bachibac, après, ils vont pas faire l'épreuve d'histoire. Ils vont garder leur note d'histoire. Mais j'en ai aussi qui ne font pas du Bachibac et qui vont faire la SPAO, et je les ai mélangés en fait en histoire d'Espagne. Et donc je dois gérer cette double épreuve qui se ressemble et qui n'est pas tout à fait éloignée, mais qui a des aspects un peu différents, et donc qui va poser à un certain moment des confusions. Alors, je ne sais pas s'il y a comme je ne vous vois pas, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez y aller directement. Hein. Si vous levez la main, je ne le verrai pas parce que je vois ma présentation. Donc, si vous voulez m'interrompre, allez-y. Sinon, je continue. Alors, ceci sont les objectifs du point de vue de l'élève. Du point de vue du professeur, des choses à tenir en compte avant de commencer, hein, serait déjà d'être conscient que cette méthode n'est pas exclusive de l'histoire du Bachibac, mais qu'elle a des aspects, de nombreux aspects, je dirais la plus grande partie qui est commune à la matière de langue et littérature. Donc, et il faut savoir ce que enseigne notre collègue dans l'autre matière, et il faut se coordonner parce que sinon on risque aussi de confondre les élèves, peut-être avec des points de vue un peu différents, et il faudrait quand même les mettre en commun et arriver à un accord sur ce qu'on va expliquer, comment on va expliquer ça aux élèves, non? Mais je dirais non seulement avec nos collègues de langue et littérature, mais aussi avec nos collègues d'autres matières, nos collègues d'histoire du département d'histoire des années précédentes et des matières qui se font en même temps, histoire du monde contemporain ou histoire à quarto de eso, non? Excuse-moi, Manuel, toi, tu es au courant de tout ça, de comment ils font les essais ou les commentaires, soit en philosophie, en histoire, en espagnol, bon. Je sais qu'il y a des choses qui sont marquées par la SPAO, par la sélectivité, ou par le curriculum, non? Et les années antérieures. Mais après, il y a chaque prof qui a un peu son manuel. Alors, ce que j'ai fait, c'est parler avec eux surtout et de voir comment ils font ça, qu'est-ce qu'ils. Alors, bon, par exemple, je sais que le prof de philo dans mon établissement, il a étudié en France, donc il a une méthode très similaire.
Et donc, on a un peu partagé, non, la méthode qu'on enseigne, et ça a été utile pour voir qu'il n'y ait pas de grande différence. Et je pense que je suis au courant parce que, voilà, ici, je vous ai mis une citation d'une élève à moi qui m'a dit un jour, mais on comprend pas, on passe notre temps à faire des commentaires de documents et chacun, vous nous parlez comme si c'était quelque chose d'unique à votre matière, non? Alors, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ignorer, voilà, qu'ils font des commentaires en langue castillan, catalane, en histoire. Alors que moi, par exemple, je ne suis pas du tout au courant si c'est la même méthodologie. Voilà, mais c'est quelque chose que, bon, il faut dire, dans mon école, on nous a un peu obligés à faire un travail ensemble, non? Parce que ben, nos responsables se sont rendus compte qu'il y avait ce genre de multiplication et donc on a fait des réunions ad hoc pour commenter ce genre de choses. Je pense que simplement tu devrais rechercher qu'est-ce que font voilà les autres profs de matière sociale dans ce domaine, non, de l'être. Ok, merci. Ouais. Excuse-moi. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est important, hein, je pense, parce que voilà, sinon, on n'arrive pas tout à fait à savoir qu'est-ce qu'il faut leur dire, non? C'est important. Et bon, voilà. Et puis après, évidemment, il faut se coordonner par rapport au thème. Peut-être, il y a des thèmes, surtout, hein, là, je parle plutôt peut-être avec la prof de langue et littérature, mais il y a des thèmes et il y a qui vont permettre de créer un lien entre les deux matières, non? Et il y a des auteurs littéraires qui vont permettre d'approfondir des sujets historiques et il y a des romans même qui sont étudiés par les élèves, comme celui de Marguerite Duras l'année dernière, et je ne sais plus cette année, non, l'année dernière, qui aborde par exemple la question d'Indochine, et c'est dommage de ne pas le tenir en compte non plus, hein, parce que voilà, nous, peut-être qu'on a des heures en moins, on voudrait en histoire, on a besoin d'un peu plus de temps des fois, et peut-être que on peut, en se coordonnant, on peut décharger un peu sur la langue et la littérature quelques aspects, hein, qui vont intéresser au prof, à l'autre prof. Et donc voilà, c'est un conseil, hein, de savoir un peu ce qu'ils apprennent au niveau du contenu aussi, on va dire. Hein. Et, après, je pense qu'on ne peut pas être des prédicateurs de la méthode, on ne peut pas faire constamment de la propagande de cette méthode, alors que nos cours sont des cours qui ne sont pas structurés. Non? Il faudrait, je pense, d'une certaine façon, reproduire à l'oral ce qu'on demande à l'écrit quand on présente les différentes périodes historiques aux élèves. Non? Ça veut dire commencer les cours par un temps d'introduction qu'ils apprennent à identifier comme quelque chose d'habituel, en posant des questions, des problématiques, non? Et peut-être pas nous, mais en leur demandant à eux, à chaque fois qu'on commence un thème, quelles sont les attentes, quelles sont les questions que suscite le thème, ou sinon en les posant nous-mêmes. Puis après, en bien montrant qu'il y a des parties, non? Je pense que c'est important pour que on soit crédible. Non? Et après, voilà, il y a aussi on va en parler, argumentation soutenue par des exemples, idéalement. Non? Il faudrait
nous-mêmes être capables de exemplifier les affirmations qu'on fait et toujours. J'avais un prof quand j'étais à l'université qui disait que c'est toujours 3 exemples qui démontrent un argument. Peut-être qu'on n'arrive pas toujours à 3 exemples, mais au moins préciser ce qu'on dit. Et donc, ça veut dire évidemment un travail de préparation. Ça, je suis d'accord. Puis, aussi des cours qui permettent de visualiser des documents et ça, il y a des expériences que je vais partager qui vont dans ce sens-là. Et en s'appuyant sur des documents, parce que les documents, c'est partie de la méthode. Alors, je vous montre ici comment je découpe non, la méthodologie. Ce n'est pas nécessairement comme ça qu'on le fait, et peut-être que vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec ce découpage, on peut dire, mais c'est un exemple, simplement. Donc, la première année, le premier trimestre, je reste à la problématique et après l'ensemble de l'introduction par rapport à la rédaction. J'essaye d'apprendre à faire des introductions avec des problématiques, en commençant par les problématiques. Puis, quant au document, je reste à la présentation et donc à la question A, on peut dire, qui est la description d'un document avec tous les items qu'on va leur transmettre et l'idée principale. Non? Alors, pour évaluer ça, le premier trimestre, je vais faire une épreuve trimestrielle non basée sur le contenu, c'est-à-dire ils peuvent avoir les synthèses. Je travaille le premier trimestre sur des thèmes qui sont hors le programme, qui sont la Révolution française, le Premier Empire, la Restauration en France. Je ne vais pas leur faire étudier ça à la maison, je vais leur permettre d'avoir les synthèses pendant l'examen. Et ça va être un examen purement méthodologique. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, attendez, je sors d'ici, pardon. Alors, je vais ouvrir ça. Une seconde, excusez-moi. Voilà. Voilà un exemple d'épreuve du premier trimestre, primero de bachillerato pour les bachibac. Donc, premier exercice, c'est sur le Premier Empire. C'est un document. Ils doivent faire la question A simplement, présenter le document et indiquer son idée principale. Même chose pour un autre document de type différent, iconographique. Ils doivent faire la même chose. Après, pour un document, un autre document, simplement, je leur demande l'idée principale. Aussi pour qu'ils apprennent pour qu'ils voient que c'est 2 parties différentes de la même question. La même chose pour l'exercice 4, un tableau de Napoléon, quelle est l'idée principale. Ensuite, ils ont 1h30 pour faire ça. Et une introduction, l'énoncé est celui d'une rédaction complète, mais je vais leur demander simplement une introduction avec les 3 parties que vous connaissez, situation du sujet, problématique, annonce du plan. Oui. Après, c'est intéressant, je voulais le commenter parce qu'ils voient que c'est difficile quand même de le faire comme ça, sans développer. Après, ça fait un peu bizarre. Et après, ils comprennent un peu qu'est-ce qui manque et la nécessité de ce qui manque. Par exemple, après, je leur demande des problématiques simplement, sans situation du sujet, sans annonce du plan. Et là, ils se sentent mal à l'aise parce que souvent, ils disent, mais si je ne peux pas introduire la question, j'arrive pas facilement à la formuler et elle est pas si claire que ça. Non? Et alors, c'est intéressant pour qu'ils voient comment
quel est vraiment le sens de ces 3 parties de l'introduction. Vraiment, il manque quelque chose quand tu peux pas faire une phrase antérieure et quand tu peux pas un peu préciser avec un plan après ce que tu veux dire avec ta question. Elle reste un peu, des fois, abstraite, non? Donc, de problématiques. Hein? Voilà un exemple d'épreuve trimestrielle et pour la première année. Et, alors, le deuxième trimestre, je vais continuer avec la méthode des 2 exercices en parallèle et on arrive au développement et là c'est l'argumentation, non, le centre d'intérêt qui va servir aussi à l'argumentation qui est la question C du commentaire de document. Et quant au document, je me centre sur les contextes. Alors, pour évaluer ça, le deuxième trimestre, hein, c'est à nouveau une épreuve très méthodologique, hein, mais cette fois, on peut dire ils sont déjà plus à l'aise en français, ils sont déjà plus situés, et je ne leur permets pas d'avoir leur synthèse, mais par contre, ils peuvent avoir cette fois la fiche méthodologique pour ne pas oublier aucune démarche à faire quant à l'exercice. Hein. Alors là, oui, ils doivent étudier, et donc normalement, c'est la Seconde République, le Second Empire que je fais au deuxième trimestre de la première année. C'est pas beaucoup à étudier, mais il faut quand même l'étudier. Mais après, voilà, c'est vérifier s'ils savent faire le pas suivant de la méthode. Et au troisième trimestre, simplement, c'est de compléter tout ça et de leur demander des exercices déjà complets, hein, lors de l'examen, sans rien, non, sans matériaux, sans fiche méthodologique, sans résumé, etc. Non? Alors, ce serait là, pour la première année, c'est comme ça que j'essaie d'avancer. Alors, donc, je commence par la problématique qui est, si vous êtes d'accord, c'est vraiment la chose la plus centrale, non, dans toute cette méthode, parce que tout après dépend de cette question auto-formulée par l'élève, non? Qui, si elle est bien formulée, tout va de soi, mais si elle est mal formulée, rien ne marche. Et c'est important. Alors là, simplement, vous expliquez que j'utilise des thèmes, je vous ai dit, qui ne sont pas du programme, parce que, voilà, je peux expliquer plus ou moins, c'est pas très important de tout expliquer. Et en plus, c'est des périodes, je pense, un peu légendaires, un peu mythifiées, non, qui permettent de se poser des questions, hein, qui incitent à se poser des questions sur qu'y a-t-il de réel, de vrai et d'imaginaire, non, dans cette période de la Révolution et dans ce personnage de Napoléon, qui est en lui quelqu'un qui porte à s'interroger sur lui constamment, non, parce qu'il a ce côté ambigu tout le temps. Et donc, ça va être l'arrière-fond sur lequel on peut introduire la méthode tranquillement. Puis, en même temps, c'est des thèmes, c'est bien aussi parce qu'ils permettent de faire un peu de sciences politiques, parce que ça, c'est une autre difficulté. Nos élèves, et c'est normal, ils ne comprennent pas grand-chose au système politique, et quand ils arrivent au Batibac, et donc il faut un peu réviser qu'est-ce que veut dire un parlement, qu'est-ce que veut dire une république, etc. Et c'est des thèmes qui nous aident parfaitement à faire ça. Alors, par rapport à la Révolution, hein, et je commence souvent à faire je commence par leur demander qu'est-ce qu'ils savent ou qu'est-ce qu'ils croient savoir et qu'est-ce qui leur semble intéressant à savoir dans cette révolution. Et là, on va mettre au tableau où on va écrire
toute une série de questions. Et après, on va essayer d'expliquer quelle est la différence entre une question simplement qui se répond par une précision, par un fait ou par une affirmation, et qu'est-ce qui est une problématique. Donc, il y a besoin d'un développement un peu plus complexe et qui porte à des approfondissements beaucoup plus grands. Non? Donc, je vous ai mis ici des exemples. Non? Ce n'est pas la même chose, non, de se demander est-ce que la Révolution a remplacé la monarchie absolue par un régime plus libéral, et qu'on peut répondre affirmativement et de façon assez résumée, à voir jusqu'à quel point, dans quelle mesure la Révolution a vraiment terminé avec la monarchie française. Et là, on va être obligé de dire oui et non. Et oui, parce que c'est une république qui va se fonder, mais en même temps, la monarchie ne disparaît pas. Il y a toujours, et donc, ça, on va voir qu'est-ce que c'est une problématique finalement. Non? Comment est mort Robespierre? Il a été guillotiné. C'est pas la même chose de pourquoi il a été guillotiné. Non? Et ça porte à des réponses différentes. Et c'est ce deuxième type de réponse qu'on cherche. Non? Parce qu'il s'agit de raisonner sur la période. Autour de la problématique, il y a ce qu'on appelle l'introduction, non? Et là, bon, simplement, je vous ai montré avant dans l'épreuve trimestrielle, je vais souvent leur donner des énoncés à introduire. Et là, ben, vous avez ici deux exemples, hein, Louis XVI et la Révolution. Et donc, il faudrait créer une situation du sujet qui mentionne peut-être les états généraux ou le serment du jeu de paume pour arriver à se demander quelle est la position quelle est l'attitude de Louis XVI face à cette révolution. Non? Et donc, peut-être à construire un plan du type d'un côté, nous verrons la posture officielle que montre le roi et après, dans une deuxième partie, nous verrons ses intentions réelles car il complote en fait contre le régime. Bon, pour l'expansionnisme de Napoléon, c'est la même chose. Non? Et ici, à nouveau, c'est pas... ils peuvent avoir tout le temps le matériel pour le consulter, c'est plutôt qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on leur demande. Non? Après, quelque chose qui marche quand on fait cet exercice, quelque chose que je vous propose, c'est je ne sais pas si de façon anonyme ou personnalisée, mais de mettre au tableau ou de partager avec eux les différentes problématiques que les élèves ont proposées. D'abord, pour voir qu'il y en a beaucoup et beaucoup qui sont bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule problématique possible autour d'un sujet. Après, oui, qu'il y en a qui ne sont pas bien, et donc aussi le montrer, mais un peu de commenter avec eux pourquoi une problématique marche, pourquoi elle ne marche pas, si c'est une question linguistique, comme c'est souvent le cas. Hein, au début, c'est difficile hein, de s'exprimer en français au début. Et c'est une question par rapport au contenu. Et bon, normalement, c'est des séances, on ne peut pas les faire très souvent, mais de temps en temps, ils aiment bien qu'on commente publiquement leur exercice à chacun. Non? Et ça permet de voir cette diversité aussi qui est intéressante. Et je vous disais, très souvent, hein, en demandant des problématiques isolées, c'est-à-dire pose une problématique sur ce sujet, les élèves ils vont se plaindre, ils vont réclamer de pouvoir dire un peu plus. Et donc c'est bien parce qu'en fait ils peuvent dire un peu plus finalement dans l'exercice et ils voient l'intérêt de toute la structure. Ils voient que les parties sont interdépendantes et que ce n'est pas par caprice qu'on leur demande
une situation de sujet, et ce n'est pas parce qu'on est des maniaques compulsifs des introductions qu'on va leur demander une annonce du plan, mais c'est parce que tout a un sens. Hein. Un peu, ça sert à le démontrer, je pense. Et donc, premier trimestre aussi, on avance sur les documents. Et ici, bon, peut-être c'est un peu plus rigolo, non? C'est un peu plus distrait et c'est plus visuel, on va dire. C'est moins théorique, moins abstrait, hein, parce que des fois, la question de l'introduction de la problématique, c'est un peu lourd, hein, et donc c'est bien de ne pas d'incorporer cet autre exercice qui est plus on va dire divertissant sur ce qu'on voit en cours. Et alors par exemple, bon, je vous disais avant que c'est bien de savoir ce qu'ils font dans les autres matières parce que vous allez découvrir par exemple que si vous faites la révolution industrielle pendant la première année parce que vous pensez que c'est tout à fait significatif par rapport à l'ouvriérisme qui va se développer après et que bon, vous croyez que c'est un thème à faire quand même s'il n'est pas dans le programme, ou même la Révolution française, vous allez découvrir qu'ils sont en train de la faire en Historia contemporanea. Alors, d'un côté, et d'autre part, pas tous peut-être, parce que c'est les élèves del social ou qui font l'humanistique ou qui sont en train de faire ça, mais pas les scientifiques, ils ne font pas d'histoire à part avec vous. Et donc là, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils savent ou ils ne savent pas. Mais en tout cas, comme c'est un thème qu'on n'est pas obligé à enseigner en détail, moi, je profite par exemple pour le faire juste à partir de documents. Et donc, je vais à nouveau vous montrer un matériel ici. Et ce que je fais, hein, bon, je fais d'abord un exemple et j'utilise d'ailleurs un extrait de Temps moderne pour parce qu'après je vous commenterai, hein, même si ce n'est pas des documents audiovisuels qu'ils doivent travailler, et pourquoi pas le faire, c'est des documents aussi et on peut parfaitement trouver des idées principales dans des extraits de films, c'est pas bête de faire ça. Et alors, je commence souvent avec un exemple de Temps moderne. On cherche l'idée principale de l'extrait de Chaplin, celui où il travaille à la chaîne et il finit par s'introduire dans les machines. Hein, et donc, c'est super intéressant à commenter, le regard de Chaplin sur ça. Mais après, je demande à chaque… ici, j'ai effacé, mais chaque document sur cette présentation avait le nom d'un élève. Et donc, il n'y avait pas la réponse ici, il n'y avait pas cette phrase qui nous dit quelle est l'idée principale du document. Il y avait simplement l'information contextuelle, Monet, la guerre Saint-Lazare. Alors, chaque élève devait trouver l'idée principale du document que j'avais choisi. Et c'était tous des documents différents qui voulaient refléter des aspects différents de la révolution industrielle. Et donc, je ne me suis pas limité à la France non plus, pas besoin. Hein, des images des États-Unis, des aspects très différents. Et donc, après, chaque élève, il devait présenter aux autres l'idée principale de son document. Et l'ensemble, je pense, formait une explication assez complète de ce qu'il faut savoir sur la révolution industrielle. Et en même temps, ça permettait de travailler cette idée principale. Donc là, j'insiste beaucoup sur les verbes qu'ils vont utiliser pour… si on peut dire que cette image dénonce au lieu de cette image simplement montre, c'est mieux.
si l'image a une intention critique, pourquoi ne pas le montrer avec le verbe qu'on choisit, etc. Non? Et cette variété aussi, j'ai découvert, ils aiment bien qu'elle apparaisse, non, dans les exercices qu'on leur demande. Le fait que chaque élève ait quelque chose d'un peu différent que les autres à travailler. Après, pour continuer à travailler les documents, et après je reviendrai sur ça, en première année, je leur demande de faire des exposés, et deux types d'exposés. Alors, on verra après. Mais le premier type d'exposé est plutôt sur un thème transversal, on va dire, sur un thème qui apparaît de façon fréquente dans les différentes périodes, mais qui ne fait pas l'objet d'un thème à part, on va dire. Par exemple, le socialisme ou la droite. C'est quelque chose qu'ils doivent comprendre à quoi on se réfère, mais qui n'est pas étudié en soi, on va dire, de façon explicite, et que j'aime bien leur demander de présenter eux-mêmes en recherchant à la maison par groupe, peut-être de 2 ou 3 personnes, et surtout de le présenter à travers des documents. Alors je leur dis, je leur permets de choisir. Je fais une liste de thèmes ouverte. S'ils ne trouvent pas de thème qui les intéresse, ils peuvent en proposer un autre que je dois valider, on va dire, pour que ça soit cohérent avec le programme. Mais je vais leur permettre de choisir un thème, comme dans ce cas l'anarchisme, et ils doivent le présenter surtout aux camarades pendant peut-être 10 minutes, mais surtout à partir de documents visuels. Non? Ça doit être une présentation basée sur des documents. Alors, pour voir les sujets que je leur propose, et si vous voulez vous inspirer, c'est des sujets très sur les idéologies politiques, le socialisme, l'anarchisme, le communisme, le féminisme, par exemple, l'extrême droite et les droites modérées. Et bon, normalement, ça les intéresse de faire ça. Et moi, je leur donne quelques pistes de choses à rechercher, à mentionner, mais ils ne sont pas obligés non plus de tout inclure. Et voilà, les indications, c'est que ce soit une présentation très visuelle, avec très peu de texte et beaucoup d'images qui soient significatives. Donc, documents iconographiques, des affiches de propagande, surtout des photos, qui vont les obliger à penser quelle est l'idée qu'ils veulent transmettre aux camarades en sélectionnant cette image. Alors, je ferme ça, sinon, voilà. Alors, je ne sais pas, dans quelques semaines, vous aurez une autre formation avec Gemma Beyouda, et qui m'a dit qu'elle va surtout se centrer sur l'utilisation de l'audiovisuel, des vidéos en cours. Et donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais oui, je voulais mentionner quelques films que j'utilise. Et je vous ai fait parvenir aussi un montage que vous pouvez faire avec d'autres films que vous connaissez et qui me servent à travailler la méthode et le contenu, évidemment. Et alors, pour Chaplin, j'ai déjà commenté, il y a une infinité de films, mais je voulais juste parler de quelques-uns. Et il y a ce film sur Marie-Antoinette qui est assez provocateur, on va dire, qui a un côté très frivole sur ce personnage. Il y a par exemple une scène où elle organise une fête
parce qu'elle s'ennuie avec ses amis de la cour et elle mange des petits gâteaux, elles essayent des coiffures, qui montrent très bien un peu l'éloignement de la vie réelle de la majorité des Français. Donc là, simplement, je leur demande d'identifier cette idée principale derrière le film, derrière cette scène, non, que voulait Sofia Coppola en filmant cette scène. Où il y a un film un peu difficile à trouver, mais qu'on peut trouver, qui s'appelle Germinal, sur le roman de Zola, où vous trouverez des scènes très visuelles sur le travail des mineurs, et aussi des scènes qui contrastent avec la vie des propriétaires des mines. Et bon, si on fait un montage avec les deux scènes, ça permet de montrer aux élèves cette différence de classe qui va provoquer la mobilisation des travailleurs. Puis après, pour d'autres sujets, hein, il y a des films, il y a de nombreux films. Je ne vais pas le passer maintenant, mais sur la lengua de las mariposas, simplement, ce que j'ai fait, c'est en histoire d'Espagne, pour montrer un peu le style éducatif républicain. J'ai mis une scène où je ne sais pas s'il avait vu, c'est un film centré sur un professeur républicain, un professeur vétéran qui a des élèves de primaire et qui est très, on va dire, il n'est pas du tout punitif ni autoritaire. D'ailleurs, en cours, c'est souvent un peu le chaos, non? Mais on voit bien son style éducatif. J'ai mis une scène comme ça. Après, j'ai sauté tout le film jusqu'à une scène où c'est l'histoire de son amitié avec un petit enfant dans sa classe qui va trouver en lui quelqu'un avec qui partager des intérêts sur la nature. Ils vont souvent en forêt pour voir des insectes. Ils s'aiment bien, mais à la fin, quand la guerre éclate, lui, il est accusé de républicain et il va être fusillé. Et on voit l'enfant qui se met à l'insulter parce que tout le monde se met à insulter les républicains simplement parce qu'ils ont peur qu'on les considère républicains aussi. Et donc, ça permet de montrer voilà, cette évolution, hein, de la relation. Et c'est pour vous dire simplement, vous pouvez très facilement avec un programme, il y a plusieurs programmes qui permettent ça, de découper des films et parce qu'on n'a pas le temps de les passer en entier, mais de choisir des scènes et à partir de cette scène de proposer un travail de réflexion sur qu'est-ce que veut transmettre cette scène sur le sujet, hein. Après aussi, en segundo, non? Ou en premier aussi des fois parce qu'on va faire des débats en cours. Et je vous conseille de montrer quelques extraits de débats présidentiels en France qui sont amusants parce que le degré de tension et on va dire de mauvaise foi qu'il y a derrière ces débats entre les candidats est très considérable et les élèves ils aiment bien les voir, ces extraits. Vous pouvez en trouver facilement. Et je vous ai mis ici un exemple, vous le verrez après vous-même. C'est un extrait célèbre quand Ségolène Royal a un peu perdu son calme face à Sarkozy, qui faisait semblant d'être zen, alors qu'il essayait de l'énerver, et ça a marché parfaitement. Et donc là, vous pouvez analyser avec les élèves un peu le langage de chacun et quelle est l'intention de chacun, qu'est-ce que veut chacun dire et comment il veut le dire. Et ça, c'est intéressant, hein. Et alors, moi, je continue si vous dites rien. Je suis lancé, mais je veux bien que vous m'interrompez. J'imagine que vous êtes là. Sinon, faites un petit signal. Vous suivez? Oui, oui, on est là, oui, oui. Oui, c'est bon. D'accord, merci. D'accord. Parce que On est mes tous enfants, là. des fois,
mes enfants, ils entrent dans la chambre et ils pensent que je suis complètement fou parce que je parle tout seul là. Alors, non. D'accord. Alors, on avance sur la méthode, deuxième trimestre, première année. Et là, on arrive à cette idée d'argumentation. Hein. Et là, je pense que si vous êtes d'accord, ce que doivent comprendre les élèves, c'est qu'il y a des choses que on ne peut pas ne pas expliquer sur un thème, on ne peut pas oublier de le dire, mais qu'après, il y a tellement de précisions à apporter, et tellement de choses à apprendre, qu'ici, oui, on peut être sélectif et on peut ne pas tout savoir par cœur, ni toujours tout mentionner. Non? Mais en tout cas, il faut démontrer avec une concrétion une des affirmations les affirmations qu'on fait. Non? Alors, si on dit que Vichy est un régime réactionnaire, ce qu'on ne peut pas ne pas dire, il faut savoir donner des exemples. Alors, combien d'exemples? Ça dépend du sujet, de tout ce qu'on doit dire. Non? Si c'est un sujet très concret, on va devoir donner plus d'exemples. Si c'est un sujet plus général, moins. Mais en tout cas, de savoir différencier ces niveaux. Non? Et là, on peut travailler très bien avec des schémas au début. Non? Donc, à partir d'une explication plus narrative, on peut demander à l'élève de souligner quelles sont, à son avis, les idées principales et les précisions, même de le transformer en schéma, non? De colonnes d'arguments, colonnes d'exemples. Et on peut commencer par là, avant de passer directement à une rédaction argumentée, non? Parce que c'est bien de faire ça parce que je crois que comme il y a le facteur linguistique en plus, si on leur demande directement de faire une rédaction bien écrite, quelquefois ils vont donner plus d'importance à la langue et ils vont dire c'est déjà difficile d'exprimer ça et ils vont se contenter d'essayer de ne pas faire des fautes grammaticales alors qu'ils vont un peu oublier cet aspect de l'argumentation. Alors, si on les libère au début de l'aspect plus grammatical, donc on va leur permettre de faire simplement 2 colonnes pour expliquer un schéma, comme si c'était un brouillon. Bon, là, on va pouvoir vérifier s'ils savent voir qu'est-ce qui est une idée principale et qu'est-ce qui est une précision. Et ça va faire que je pense que ça s'intègre un peu plus. Ouais. Après, c'est très facilement, bon, facilement peut-être c'est pas le mot, mais c'est utile, je crois, d'obliger à faire cet exercice d'argumentation à l'oral. Parce qu'à l'oral, quand on fait un débat, quand on défend oralement une idée, si elle n'est pas bien précisée, on se rend compte tout de suite. Non? Quand on fait nos cours et quand on fait une affirmation et on ne sait pas donner un exemple, on se rend compte tout de suite qu'on n'arrive pas tout à fait à transmettre l'idée et que même peut-être qu'on n'a pas très clair cette idée. Alors quand on va faire un débat entre élèves, je ne sais pas pour vous, mais moi, ils sont souvent motivés par les débats, ils adorent ça. Et ils vont vouloir avoir raison. Et pour avoir raison ou savoir bien s'exprimer, ils vont voir que c'est nécessaire de soutenir ces affirmations, ces arguments avec des précisions. Et c'est ça que va montrer le débat. Non? Alors, comment je fais ça? Alors, déjà, je les oblige à défendre des idées avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement à l'aise. Moi, bon, c'est une école plutôt, c'est une école religieuse où je travaille, c'est une école plutôt, on va dire, de classe sociale plutôt aisée.
et ils sont souvent de droite. Alors, moi, quand j'avais leur âge, c'était le contraire, mais alors, ils veulent tous défendre des partis de droite et moi, je les oblige à être plutôt de gauche parce que là, ils vont être obligés en même temps à pénétrer dans les idées de l'autre et ils vont mieux comprendre. Non, si vous voulez, c'est un peu de propagande, mais bon, ça me sert. Et alors, comment ça marche? Déjà, il y a un temps de préparation, hein, et je laisse quelques jours entre le jour où j'explique en quoi va consister le débat et le débat en soi. Il va y avoir quelques jours où ils vont devoir s'organiser par groupe et chacun doit exposer un argument précisé. Hein, et sur quoi? Ben, on va voir, je vais vous donner des exemples peut-être sur une loi qu'on va proposer ou sur un thème. Hein. Et après cette présentation des arguments qu'on ne peut pas interrompre, qu'il faut écouter, qu'il faut permettre d'exprimer tranquillement, on va laisser la place à un débat plus spontané. Mais là aussi, je vais évaluer, je vais valoriser celui qui arrive à argumenter en précisant avec des exemples. Et la dernière fois, j'étais même surpris parce qu'il y avait des élèves qui utilisaient, je leur ai permis, hein, le téléphone pour chercher des études qui démontrent le contraire de ce que leur opposant était en train d'affirmer. Et c'était vraiment un simulacre presque réel. Hein. Et donc, c'était intéressant de leur voir utiliser, de leur voir rechercher de l'information presque en direct, de façon très astucieuse. Quel débat j'ai fait? Alors, j'avais fait une année le débat sur la laïcité. Alors, j'avais pris la loi sur les signes religieux en France, qui m'intéressait d'aborder. Et le débat consistait à proposer une modification de la loi, soit plus restrictive, soit plus libérale. Et ça avait bien marché. J'avais fait une autre fois avec la prof de langue, on avait fait ça parce que comme je devais me concentrer surtout sur les arguments, je n'avais pas le temps de les corriger. Et quant à la langue, ce qui me semblait aussi intéressant, alors la prof de langue, elle prenait des notes et après elle a pu leur dire les erreurs qu'ils faisaient. Et une autre fois, il y a une faute ici, hein, c'est l'autorité, le dernier thème. L'autorité, ça veut dire est-ce que l'autorité peut être vue d'un côté positif? Est-ce qu'une autorité est toujours impositive? Ce thème-là un peu plus abstrait, mais qui les avait intéressés. Et cette année, j'ai fait récemment la collectivisation, c'est-à-dire quant aux idéologies plus de gauche, j'avais proposé ce thème de l'occupation, l'expropriation et l'occupation de biens immobiliers, qui, je vous dis, les chocs, parce que voilà, ce n'est pas des gens de gauche que j'ai en cours. Et alors, je les avais divisés, on était en train de faire la Révolution française en montagnard girondin La Plaine, et le débat tournait autour de, l'expropriation de biens immobiliers. Donc, en fait, c'était le phénomène Ocupa, non, qui les intéresse aussi. Et ils devaient argumenter pour ou contre cette idée. Alors, il y avait 4 personnes qui étaient d'extrême gauche, 5 personnes de gauche, 5 personnes de droite, il y en avait 5 de centre. Après, il y avait des gens qui posaient des questions simplement pour demander aux autres à préciser. Et bon, là, je vous ai mis la grille de correction, un peu avec les critères que j'ai tenus en compte, et avec une note collective, une note individuelle, etc. En tout cas, voilà, pour l'idée d'argumentation, et pour moi, je pense que c'est intéressant de travailler les débats. À part que ça permet de comprendre aussi
qu'est-ce que c'est un parlement, non, et comment on arrive à une loi, etc. Et alors, pour les arguments, hein, je vous disais avant, il y a des niveaux, on va dire des efforts d'argumentation différents en fonction du sujet. Et il y a des efforts de synthèse plutôt, et il y a des efforts plus de précision. Si le sujet qu'on a, c'est l'affaire Dreyfus, ben là, on doit donner plus de détails. Alors que si c'est l'enracinement de la Troisième République, dans lequel il va falloir mentionner l'affaire Dreyfus, c'est plus un effort de synthèse. Alors, dans un cas, il y aura plus d'arguments et dans l'autre, plus d'exemples. Et c'est bien, je pense, de leur faire les deux. Peut-être qu'un jour, un examen, ça peut être ça, non? D'avoir à choisir un des deux. Mais après, de corriger les deux, non? Et de voir comment ces efforts qui vont en direction opposée se réalisent pour qu'ils, à nouveau, non, ils comprennent de quoi il s'agit dans cet exercice d'argumentation. Surtout la deuxième année. Et quant à l'argumentation, non, j'essaie de... Donc, on a les épreuves trimestrielles, on a les contrôles qu'on peut faire des fois, on a des exercices qu'on peut demander à la maison. On a après, je vous parlerai des bacs blancs, peut-être que vous organisez aussi. Et il faudrait essayer d'introduire des argumentations qui portent à des plans plutôt thématiques, hein, et pas que chronologiques. Non, il faut essayer de fuir des sujets strictement chronologiques. Comment évolue la 4e République, comment évolue la 3e République, comment évolue la Seconde Guerre mondiale, pour les obliger, même en interdisant cette formulation « comment évolue », je le fais des fois, c'est interdit, non? Et pour qu'ils fassent l'effort de construire un sujet plus de façon thématique. Ouais. Il y a aussi des sujets transversaux qui sont possibles lors des épreuves d'abord. Et donc, c'est bien que si c'est le cas, comme ça avait été le cas une fois avec le vote féminin, bon, c'était plutôt un sujet transversal, mais aussi qui comparait l'Espagne et la France en plus, hein, c'était les deux choses. Mais en tout cas, c'est bien qu'avant des épreuves, ils aient affronté un sujet comme ça. Et alors, bon, je vous ai mis ici deux exemples. Hein. Transversaux, ça peut vouloir dire qu'on ne se limite pas à un thème tel qu'il est découpé dans le programme. Hein, on les oblige à faire le pont, à tracer une continuité entre deux républiques ou deux périodes ou plus. Et après même à rechercher. Alors là, au début, ils vont être complètement effrayés si on leur pose un sujet comme la laïcité en France 1905-2005. Mais finalement, s'ils ont étudié, ça on peut le faire presque en mai de la deuxième année, quand ils sont déjà préparés presque pour les épreuves externes. Mais s'ils sont préparés, on va dire, s'ils ont étudié, ils vont trouver les 3 ou 4 choses qu'il faut dire. Il faut leur montrer ça, qu'en fait, en disant l'essentiel, c'est bon, leur sujet, ils savent le faire. Et c'est simplement de le structurer. Ouais. Alors là, il faudrait partir de la loi de séparation pour arriver à la loi des signes religieux à l'école, mais en mentionnant le retour de la religion sous Vichy, par exemple, ou plus tard, voilà, la question de l'islam en France qui devient de plus en plus problématique. Et voilà, de savoir trouver les 2-3 choses qu'il faudrait dire. Et finalement aussi, je pense qu'il faut des fois trouver des sujets croisés. Alors après, on va en parler. Et qu'est-ce qu'ils font en histoire d'Espagne
pendant qu'on fait l'histoire de France ou si vous faites vous-même les deux histoires, alors là, c'est difficile à cadrer, c'est-à-dire c'est difficile à avancer chronologiquement et d'être dans la même période dans les deux pays, on va dire, à la même année. C'est très difficile, je sais. Et moi-même, qui des fois j'avais les deux matières, j'y arrivais même pas sans avoir à me coordonner avec quelqu'un d'autre. Mais si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est encore plus difficile. Mais à certains moments, et si on sait qu'ils ont fait certains sujets, on peut essayer, oui, de faire des sujets croisés. Pour la contextualisation des documents, toujours la première année, le deuxième trimestre dans ce cas. Et donc, des fois, j'aime bien sortir de l'histoire simplement française. Et voilà, parce que, bon, je trouve que c'est une occasion pour expliquer des choses. Hein. Il y en a, ils vont faire de l'histoire surtout avec nous. Et c'est bien d'aller un peu plus loin en première année. Et donc, j'avais inventé cet exercice où j'avais choisi des images symboliques très connues de l'histoire contemporaine et toutes essayant qu'elles soient assez attrayantes, assez fascinantes. Et je m'étais inspiré d'ailleurs sur une sélection qui existait déjà, mais j'avais ajouté quelques-unes. Et j'avais demandé, à nouveau, chaque élève avait une de ces images. Et j'avais demandé de faire un contexte pour présenter aux camarades. C'est-à-dire qu'il fallait bien comprendre qu'un contexte sert à aider à quelqu'un à se situer par rapport à un moment concret. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre cette image, non? Et donc, en les obligeant à présenter ça aux camarades, et tout de suite, et on va vérifier si les camarades, si le contexte il sert ou pas, s'ils comprennent quelque chose, non? Parce que celui qui a cherché, il va comprendre ce qu'il a trouvé, mais après, il faut l'expliquer de façon synthétique et claire. Et voilà, et donc, quelles sont les 3-4 choses qu'il faut dire pour comprendre chaque image, non? Et alors, c'était intéressant. Hein? Ça a bien marché, je pense, pour qu'ils voient que dans un contexte, il faut être très clair, très au service du lecteur, non? Et donc, voilà, en plus, souvent, on peut trouver des documents qui, en soi, sont intéressants à analyser parce que souvent, c'est des photographies manipulées ou qui ont déjà été créées avec une intention déterminée. Et ça aussi, c'est intéressant pour leur faire une réflexion sur comment on construit l'histoire à travers de documents, justement. Et alors, le contexte, des fois, il pose un problème par rapport à savoir qu'est-ce qu'il faut exactement contextualiser. Et alors, il faudrait, avec les élèves, chercher quelques exemples, voilà, de contextes qui posent, face auxquels il faut s'interroger. Non? Alors, à droite, non, par exemple, c'est différent, non? Si on est en train d'étudier le personnage de Gaulle, ou si on est en train d'expliquer qu'il se regarde dans les grands hommes du passé, et il y a une intention critique, non, là, mais voilà, sa grandeur, non, où est-ce qu'elle s'inspire, et on essaie d'expliquer donc qu'il veut tracer une sorte de ligne avec les grands hommes du passé,
c'est différent si on est en train d'expliquer Napoléon et on est en train de dire qu'il va être très influent à l'avenir, il va marquer et les dirigeants du futur et même de l'actualité, et même Macron, on pourrait dire. Et donc, ça dépend de quel thème on est en train d'étudier. Le contexte porte sur une période ou une autre. Si on est en train de faire le Premier Empire, le contexte du document, c'est le Premier Empire. Et c'est pas De Gaulle, il ne doit pas apparaître, c'est simplement une source secondaire sur le Premier Empire. Et à l'inverse, si on est en train d'étudier De Gaulle et la Ve République, on doit contextualiser De Gaulle et on ne doit pas expliquer des détails sur Napoléon ou Charlemagne. C'est une source primaire alors. Non, alors voilà, les mettre face à ces difficultés. La même chose pour le document de Milo. Est-ce que c'est l'histoire d'Espagne ou est-ce que c'est l'histoire de France qu'il faut contextualiser ou est-ce que c'est les deux? Là, il faudrait dire des choses de la guerre d'Espagne, mais où est-ce qu'on se place? On est en histoire de France ou on est en histoire d'Espagne? Alors, où est-ce qu'il faut insister sur la non-intervention du Front populaire ou sur les difficultés qu'a la République espagnole? Et, bon, simplement de les faire réfléchir. Hein? Ce n'est pas toujours évident quelle est la période qu'on nous demande de contextualiser. Alors, on passe à la deuxième année. Et alors, je ne sais pas si vous faites ça, je pense que vous devez le faire, beaucoup d'entre vous. Mais la deuxième année, normalement, on corrige avec les grilles d'évaluation officielles qui après seront utilisées par les correcteurs officiels. Et donc, pourquoi? Parce que bon, c'est très utile pour qu'ils comprennent exactement d'où sortent les points et voir que chaque aspect de la méthode, il donne des points. Et donc, si on oublie un aspect, et on perd des points. Et voilà. Sauf que, comme c'est des grilles sur 5, pendant l'année, c'est bien peut-être de doubler la ponctuation, ce qui permet de nuancer les notes souvent, et aussi de montrer, regarde, si c'était sur 5, je t'aurais mis 0,25, tu aurais eu tous les points parce que, bon, on va essayer de favoriser l'élève. Mais si c'était sur 0,5, je t'aurais mis 0,25 et pas 0,5 parce que c'est pas tout à fait bien et bon, c'est plus pédagogique, on va dire. Mais en tout cas, voilà, cette grille, ils doivent finalement l'intégrer complètement. Et c'est pour ça qu'on va en photocopier et le vont traîner à la maison ou dans votre espace à l'école. Il va souvent y avoir des grilles et des grilles, hein, parce que c'est un instrument, je pense, essentiel, et surtout la deuxième année. Hein. Pas la première, je pense pas nécessairement. Je pense qu'on peut, la première, ne pas mettre trop de poids sur les épreuves externes. Ce n'est pas nécessaire de les stresser sitôt. Hein. Après, bon, après, ça dépend de chaque cas, mais donc on a des épreuves trimestrielles. Et alors moi, je me suis rendu compte, et je vous le dis parce que peut-être ça va vous arriver, et alors je voulais leur donner 2 options toujours pour que ce soit plus back-to-back, donc option A, option B. Et alors au début, je faisais une option commentaire, une option rédaction. Et je me suis rendu compte qu'ils prenaient beaucoup plus souvent l'option rédaction, et n'importe quel thème. Ils préféraient faire une rédaction parce que le document, ils ont souvent peur de ne pas savoir l'identifier, le contexte. Alors, ils faisaient, à la fin de l'année, si je faisais ça, ils avaient fait beaucoup plus de rédaction que de commentaires. Et j'ai dû forcer, j'ai dû les forcer à faire les deux. Comment? Un trimestre, c'est une rédaction ou une rédaction. Le trimestre suivant, c'est un commentaire ou un commentaire. Et bon, il faut un peu faire attention à ce genre de détails, des fois. Et après, bon, c'est souvent le cas dans les épreuves externes, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent 2 documents. Et
et vous savez que, en fait, ils peuvent, s'ils n'arrivent pas à trouver un lien entre les documents, ils peuvent décrire l'idée principale de façon séparée. L'idée principale du premier document, c'est l'horreur de Guernica, de la guerre, l'inhumanité. Le deuxième, c'est le général Mola, c'est la violence que officiellement veut exercer l'armée nationale. Et s'ils n'arrivent pas à faire le lien, des fois, c'est parce que bon, ils font même pas l'effort, hein, sachant qu'ils peuvent faire une chose ou l'autre. On peut les obliger et c'est intéressant, non? C'est plus intéressant, je crois, qu'ils sachent créer un lien entre les deux documents et formuler une idée principale commune. Même si, à l'heure de la vérité, ce n'est pas obligé de le faire comme ça. Après, bon, je pense que c'est essentiel qu'ils aient, qu'ils puissent avoir, voir plutôt des corrigés tout élaboré. Alors, je vous ai mis ici, je le fais presque toujours, en fait. Et d'abord parce que après, quand je corrige, je vais plus vite. Je sais plus ce que j'attends d'un examen si je l'ai moi-même fait d'abord, cet examen. Des fois, j'arrive même à changer l'énoncé parce que je vois que c'était pas clair. Mais des fois, j'ai pas le temps, je le fais après avec eux. Des fois, je le fais même pendant qu'ils font l'examen, je commence à le faire. Mais j'aime bien leur afficher, le corriger. Des fois, c'est plus schématique. Ici, c'est complètement rédigé tel quel. Hein? Vous lirez, peut-être que ça vous servira comme matériel. Et j'avais mis 2 options et j'avais mis les réponses. Et nous, on travaille surtout avec un Classroom, peut-être que c'est aussi souvent le cas. Et alors, j'ai cette idée que ça les intéresse juste quand ils ont fini l'examen ou les heures d'après, mais que 3 ou 4 jours après, ils veulent plus que la note et en fait, c'est moins efficace. Alors j'essaie qu'ils le reçoivent le même jour ou même à l'heure où ils ont fini, je programme pour qu'ils reçoivent ce corrigé. Et là, ils consultent si ils se sont trompés ou pas. Et j'ai cette impression que c'est plus efficace, plus utile. Mais en tout cas, après, quand ils vont étudier, ils vont avoir aussi des exemples de sujets élaborés. Ça va les aider, je crois. Et, alors, corriger est consultable. Hein, et même si on est en deuxième année et le temps nous manque, des fois, il vaut mieux peut-être sacrifier une leçon magistrale pour passer 1 heure, 2 heures à commenter qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les exercices corrigés. Méthodologiquement, je pense que c'est nécessaire de le faire, malgré que on a peur de ne pas finir le programme et on a du mal à faire ça, non? Pour la deuxième année, bon, on en a souvent parlé avec les autres collègues du Batibac, mais si vous pouvez, les bacs blancs, c'est très utile. Pourquoi un bac blanc? Ça veut dire si vous ne le savez pas, c'est un simulacre qui essaye de reproduire un peu les mêmes conditions. Ce qui est difficile, parce que déjà, c'est des épreuves de 2 heures qu'il faudra chercher, trouver. Donc, des fois, vous allez pouvoir le faire grâce à vos collègues qui vont vous prêter 1 heure, mais des fois, il va falloir le faire un après-midi. Après, idéalement, c'est bien de faire voilà, les épreuves d'histoire, mais aussi les épreuves de langue et littérature et les oraux même, hein, et de les convoquer pour une épreuve orale, parce que ça va les entraîner aux conditions de l'examen. On peut même leur distribuer les cahiers de réponses officiels pour qu'ils les connaissent déjà.
Et bon, dans l'expérience que j'ai, même s'ils râlent parce que ils vont devoir donc des fois passer leurs vacances à étudier un peu, mais il faut dire qu'ils vont terminer l'année un peu avant leurs camarades aussi. Donc, ça marche, hein, c'est efficace comme examen, le bac blanc. Alors, peut-être qu'on peut compenser ça. Moi, ce que je fais, c'est que si le bac blanc, il marche mieux après que l'épreuve trimestrielle, je substitue la note, je mets celle qui compte le plus, c'est celle du bac blanc. On peut inventer des choses hein, pour que ça rentre plus facilement. Mais le conseil serait d'essayer d'organiser ça et d'abord de convaincre vos coordinateurs, vos directeurs que c'est nécessaire de faire ça, que les autres écoles le font, hein, et c'est très souvent le cas, et qu'il faudrait donner des facilités pour faire ça. Il y a une année, le département d'enseignement, il avait même envoyé un message aux établissements pour conseiller aux gens aux écoles de favoriser l'organisation de bac blanc. Et alors, la deuxième année, comme vous avez vu, j'avance le programme déjà primero, hein, et donc il faut commencer par réviser. Et il faut commencer en septembre par réviser les thèmes qu'on a fait l'année dernière, mais ce n'est pas nécessaire de le faire de la même façon qu'on l'avait fait à primero. Alors, on peut simplement le réviser en même temps qu'on révise la méthode. C'est-à-dire, par exemple, hein, je vous montre des exemples, et on va découper tout un thème, ici l'enracinement de la Troisième République, en sujets, et qui font référence à des aspects différents de ce thème. Hein, et on va demander une problématique pour chaque sujet. Et après, on va les commenter. Ça va permettre simplement une révision complète du thème, mais à partir de la révision de la méthode aussi. La deuxième année, c'est cette idée, non? Il faut faire les deux choses en même temps parce que on n'a pas le temps. Après, on peut réviser tout un thème simplement avec des documents. Non et alors, demander aux élèves qu'est-ce que ça illustre, non et quel aspect du Second Empire on montre ici, pourquoi cette image, quelle est l'idée principale et donc quelle est la caractéristique de ce régime qu'il faut connaître. Et bon, on peut faire ça à l'oral, si on a un groupe d'élèves qui participent, donc ça va être un cours qui va bien se passer et ça va permettre à nouveau de faire une révision à partir de la méthode. Et alors, j'ai ajouté ça à la fin sur les cours inversés. Et dans mon cas, les élèves Batibac de mon établissement, c'est souvent des très bons élèves qui sont intéressés par le français, mais aussi parce que c'est des élèves qui veulent étudier la médecine ou ils veulent faire des études qui sont exigeantes quant à la note et ils vont faire le Batibac parce que ça les intéresse pour avoir plus de facilité pour réussir à entrer. Et alors, il faut compter que c'est des élèves qui vont étudier souvent. Et je veux dire que si le temps nous manque, je pense qu'on peut parfaitement leur passer des synthèses ou des matériaux pour qu'ils les lisent et faire simplement des cours inversés pour vérifier s'ils ont lu, s'ils ont compris. Et surtout vers la fin de l'année où on arrive difficilement à tout faire. Et je pense que on peut en plus valoriser ça. On peut parfaitement donner des notes à ceux qui après commentent, font des questions, posent des questions hein,
qui montre que l'élève a lu le thème et il a souligné, il a trouvé il a des doutes, il les formule. Donc là, il va avoir, pourquoi pas, des points. Et bon, je pense qu'avec des élèves Bativac, ça peut marcher. Et je voulais finir avec cet aspect de la SPAO pour commenter les aspects méthodologiques qui diffèrent entre la SPAO et le Bativac. Et donc, sans doute, si c'est votre cas, vous devez préparer les élèves pour les deux épreuves, vous les aurez déjà identifiés, mais je voulais vous expliquer comment je résous, moi, cette différence. Alors, vous savez qu'il y a pour la SPAO cette indication, pour moi, qui n'a pas trop de sens, mais qui dit que les sources iconographiques, ce n'est pas nécessaire de les identifier comme primaires ou secondaires, ce n'est que les sources textuelles. Alors bon, d'accord, j'accepte, mais après, quand on a des élèves Bativac, et si on leur dit, si on est en histoire d'Espagne, tu dois pas le faire, mais en histoire de France, tu dois le faire. Alors là, c'est dangereux parce que peut-être qu'après, ils vont mélanger, et le jour du Bativac, ils vont pas faire ce qu'ils devaient faire parce qu'ils croient que c'est la méthode PAO. Alors, pour les élèves Bativac, surtout, je dirais, oubliez cette distinction. Et si dans l'examen d'Historia, ils vous disent que c'est une fonte iconographique secondaria, pas de problème. Hein, c'est mon conseil. Et c'est problématique parce qu'en fait, lors des réunions des PAO, ceux qui préparent l'examen, je les ai entendus dire qu'ils peuvent même enlever des points à l'élève qui dit si est primaire et secondaire. Hein? Alors, attention. Après, il y a la question de l'extension. Hein? Maintenant, pour la SPAO, on laisse un petit espace qui correspond plus ou moins, je dirais, aux 80 mots qu'on peut utiliser dans le contexte ou dans la question A du Bativac. De toute façon, je dirais, les élèves qui se préparent pour la SPAO, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire des contextes trop longs. C'est un examen qui les oblige à avancer très vite. Alors, pourquoi pas leur montrer à faire des contextes de 80 mots comme on fait au Bativac. Je pense que ça va les bénéficier. Hein. Puis, il y a la question C du commentaire, qui, dans le cas des PAO, demande une analyse du document, c'est-à-dire c'est un vrai commentaire de document qu'on fait à la SPAO, alors que dans le Bativac, en fait, ce n'est pas un commentaire de document. Ils ne sont pas portés à faire un commentaire de document, une analyse. Donc, ils ne doivent pas confondre ce qu'on attend des deux épreuves, mais en tout cas, des fois, analyser les documents en détail avec les élèves Bativac, c'est évidemment aussi intéressant. Et il faut passer un moment à analyser pourquoi le dessinateur il a caricaturisé avec ses traits physionomiques particuliers le personnage, etc. Même si après ils ne doivent pas l'écrire. Et donc là, c'est le cas inverse. On peut profiter de la méthodologie de la SPAO pour enrichir la méthodologie du Bativac. Hein? Et en tout cas, voilà, à nouveau, on retrouve cette idée de collaboration avec les autres collègues d'histoire de notre école. Et quand je leur ai expliqué qu'est-ce qu'on fait en histoire du Bativac, ça les a toujours intéressés. Je pense que ce sera pareil avec vous. Hein. Et après, bon, dernière chose à mentionner. Hein, alors, simplement, par rapport à cette idée de partager avec les élèves qui ne font pas le Bativac, je vous ai mis parmi les documents que vous avez, vous verrez, c'est une fiche méthodologique que je distribue aux élèves qui vont faire la sélectivité. Et vous retrouverez des aspects Bativac. Hein. J'ai fait une fusion et j'ai même
j'ai même précisé que le nombre de mots idéal pour répondre à un contexte serait celui-là. Bon, et voilà, c'est normal d'essayer d'harmoniser les choses, hein, c'est plutôt intéressant. Puis après, moi, j'ai un accord avec le prof d'Historia, et parce que moi, je fais 2 groupes et lui, il en fait une autre. Donc, il a des élèves à moi, Bachibac. Donc, les épreuves trimestrielles, l'accord, c'est que les épreuves, pendant le trimestre, ils font des contrôles que lui, il prépare avec sa méthode. Mais pour les épreuves trimestrielles, Manuel? Oui, je crois que Manuel, je ne sais pas si c'était mon ordinateur. Je vois que l'image est congelée. Oui. Apparemment, il est connecté, hein, je crois. Voyons voir. Qu'il ne soit pas sorti par erreur de la page. Je l'appelle. je suis là et je suis. D'accord. C'est bon, on t'a récupéré. C'était pas très long, non, la coupure ou pas? Non, c'était court, mais on se demandait ce qui se passait. Ça y est. C'était quoi, 3-4 minutes peut-être, c'est tout. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous m'avez entendu dire, attends, je vais présenter à nouveau. Est-ce que j'ai terminé en expliquant que je demande à mon collègue d'Historia de me permettre de corriger ses élèves Bachibac lors des épreuves trimestrielles avec des examens type Bachibac, même si. Oui? Oui, je crois que tu en étais là. Oui. Oui. D'accord, donc bon, alors vous avez tout entendu, je crois, et donc en fait j'ai fini. Alors je ne sais pas si voilà, on a quelques minutes, même si c'est 5 heures, pour s'il y a quelqu'un qui veut apporter une expérience, qui veut poser des questions. Bon, déjà, je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez exactement, hein? Oui. Alors, voilà, j'insiste, hein, c'est des choses que bon, il y a beaucoup de choses que j'ai créées et après, j'ai plus jamais utilisé parce que ça n'a pas marché. Alors, c'est une sélection des choses que j'ai maintenues depuis 6-7 ans que je fais le programme. Et c'est des choses, je sais, modestes, c'est pas très original à nouveau, mais ça marche avec mes élèves. Et voilà, profitez-en si vous en avez besoin. Et je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir pour. Non? Je pense, Manuel, si tu permets, si vous permettez, je pense que c'était très utile et je pense que ce que tu as apporté, c'est très différent de ce que ont pu apporter les autres professeurs. Donc, je pense que c'était véritablement enrichissant. Le fait de proposer au niveau de l'organisation des 2 années, hein, puisque tu parles des 2 années Bachibac, je pense que ça peut être très, très utile hein, pour les profs qui constamment se posent des questions. Est-ce que j'introduis ça en première année, en deuxième année? Donc, vraiment, cette progression que tu proposes est très intéressante. Hein, et avec tous les exemples que tu as proposés, c'était vraiment très, très bien. Enfin, moi, je me mets dans la peau du prof Bachibac, puisque tu sais que je l'ai été. Et véritablement, je pense que c'était très utile. Hein, donc, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres collègues, mais je pense qu'effectivement, c'était très pratique et très bien. Peut-être ce qui serait utile aussi, ce serait
de faire ça par tour, non? Qu'un autre jour, ce soit un autre prof qui explique comment il organise ça et finalement d'avoir un groupe qui… Je pense que vous faites ça, non? Voilà, le groupe de travail a cet objectif, justement. C'est de partager entre tous nos pratiques, puisque finalement, tous les profs ont comme toi, hein, ont beaucoup de choses à expliquer et qui peuvent être utiles pour tous. Donc, c'est véritablement l'objectif d'un groupe de travail. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ta vision, on ne l'avait pas vue jusqu'à présent dans les groupes, dans les différentes formations qui avaient eu lieu jusqu'à présent dans le groupe. D'accord, alors je suis content. Oui. Manuel, je voulais te demander une chose. Je suis Dana, on se connaît, on s'est vu dans quelques cours. Oui. Alors, je voulais te demander parce que normalement, je veux que tu organises première année, deuxième année d'une façon. Et moi, normalement, je travaille les commentaires en première année et la rédaction en deuxième année parce que pour moi, la rédaction, c'est faire aller un peu plus loin que le commentaire. Tu déconseilles de faire ça ou… J'aurais un peu peur peut-être parce que la rédaction, en fait, elle est présente dans les deux exercices d'une certaine façon, non? De façon plus développée dans l'exercice de rédaction, mais il y a une rédaction dans le commentaire aussi. La question, c'est… Alors, peut-être que si je laissais ça strictement pour la deuxième année, j'aurais un peu peur de ne pas pouvoir avoir le temps que ça pénètre vraiment dans l'élève. Surtout cette idée d'argumentation qui je pense, est très importante pour comprendre pourquoi il faut présenter les idées d'une façon équilibrée, résumée, et complète, précise, mais synthétique en même temps. Et alors ça, pour moi, par exemple, les débats sont très utiles pour ça. Et je ne me vois pas en seconde en train de faire des débats. Parce que la réalité est que… Merci beaucoup. Normalement, il s'en sort, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être la prof de Bachivac et la prof d'histoire en même temps. Alors, d'histoire de l'Espagne. Alors, je peux jouer avec ça. Mais si ça marche pour toi, je pense que c'est l'essentiel. Hein. C'est pas… Moi, je te dis simplement mes peurs ou mes inquiétudes par rapport à ça, mais si ça marche, aucun problème, je dirais. D'accord. Merci beaucoup. Très utile comme toujours, Manuel. Merci. Bon, je vous remarque seulement que je vais arrêter l'enregistrement et vous pourrez consulter si vous voulez la présentation à partir de la semaine prochaine. D'accord? Donc, merci Emmanuel, merci à vous. Et tous, et Sandrine surtout, parce que je dis toujours que c'est grâce à cette collaboration avec Serveis Territorials de Girona que c'est possible à organiser cette formation. Alors, merci Emmanuel, merci Sandrine, et merci à toutes et à tous. Merci à vous. Je crois que la séance de la prochaine, c'est le 4 mars. Donc, c'est la dernière de Gemma Benuda. Et après, il n'y aura qu'une séance d'évaluation ensemble, de partager les points de vue et les suivis aussi qu'on aura pour l'année prochaine. Alors, merci et on se voit dans 2 semaines. À bientôt à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.